Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec vous, vous le savez, au 0826 300 300 pour cette dernière émission de la semaine. Lundi, vous retrouvez Valérie Expert, mais là, on vous attend également ce matin au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à réagir et intervenir sur cette antenne avec, non pas, ils sont trois, les trois mousquetaires. Il arrive, le quatrième. Il arrive. Il est dans l'enfer des transports parisiens. C'est pour ça que vous êtes tous venus en vélo. Exactement. Ils ont. Alors, si vous vous connectez sur Facebook, regardez comme ils sont bien. Non, Frédéric Dabi. J'étais à TF1 LCI, donc à 100 mètres d'ici. Alors, vous, c'est la marche à pied. Vous voyez que Anne Hidalgo a réussi à vous convertir et à la marche et au vélo. C'est ça, ça vous fait mal, on ne peut pas faire de rendez-vous. Donc, allez, vous les avez entendus. Voilà, donc, comme vous avez 4 minutes de retard, mon cher Mehdi Raïch, c'est 1 € la minute. C'est comme dans les équipes de foot. Voilà, c'est la caisse noire qui se remplit. On est autour de la table ce matin avec Mehdi Raïch, analyste politique, Lucas Véran, bonjour, adjoint au maire de Neuilly, vous l'avez entendu également, Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence lanote.com, bonjour Arnaud, et puis Frédéric Dabi, le directeur, bonjour Frédéric, bonjour, directeur général de l'IFOP, co-auteur avec Brice Sokol, qui était là en début de semaine, vous avez coécrit tous les deux, parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube, je crois que ça n'a jamais aussi bien porté son nom, votre titre. On en sort un deuxième le mois prochain qui s'appelle L'écharpe et les tempêtes. Ah d'accord. Gérard de Villiers de la politique. J'aimerais bien bosser. Il sort des bouquins tous les 15 jours. Voilà. Bon, on est en forme. Vous êtes gentil. On est en forme. Pourtant, cette semaine, allez, oui, c'est vendredi. Mais c'est surtout qu'on sort d'une semaine politique absolument folle. Quand on lit les papiers, on écoute les journalistes politiques, éditorialistes. Plus personne ne sait comment qualifier cette séquence, puisqu'on a appris dans la nuit qu'Emmanuel Macron avait envoyé un SMS et un mail à tous les chefs de partis politiques, sauf au RN et à LFI, pour venir cet après-midi à l'Élysée, 14h30. À 1h53. À 1h53. Donc il ne dort pas. C'est pas lui qui l'a envoyé, mais en tout cas, les services. Mais qu'est-ce ici? C'est lui. Pour moi, c'est lui. C'est lui, 1h53. Il a envoyé personnellement le mail? Je n'avais pas cette info. Pour moi, c'était les services de l'Élysée, ça a baissé, quoi. C'est les présidents qui ont passé. Ils sont tous fatigués. Donc, que veut-il dire, le chef de l'État? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Surtout, est-ce qu'il fallait aussi convier LFI? On a entendu tout à l'heure la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement national qui n'est pas convié. Alors, il y a les gagnants, les perdants, l'option le Cornu qui revient dans la boucle, l'option Borloo qui pour incarner ce gouvernement d'urgence. On le rappelle quand même, parce qu'il faut déposer ce budget 2026 dès lundi au plus tard. Et puis, votre sondage aussi que l'on publie avec Le Figaro et Sud Radio, Frédéric, en cas de dissolution, si on devait voter ce dimanche, eh bien le RN arrive largement en tête et on décryptera ça ensemble. Et puis, autre sujet également à voir tous ensemble, c'est on fait un petit pas de côté, si vous le voulez bien, pour changer non pas d'air, mais parler du quotidien des Français. Il y a une sénatrice, les Républicains de l'Aisne, qui veut un projet de loi pour s'attaquer à la présence des fast-foods dans les centres-villes. Et au nom de la lutte contre la malbouffe, alors bonne ou mauvaise idée, est-ce que effectivement il faut réglementer, en sachant qu'il y a la liberté de commerce également? On verra ce que vous en pensez. 0826 300 300. Est-ce que il y a des auditeurs qui veulent intervenir? Vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Je commence avec vous, Frédéric. Emmanuel Macron, on le disait, qui envoie un SMS en pleine nuit pour convoquer les chefs de parti, qui ne convoquent pas le RN et LFI. Est-ce que ça les renforce? Je pense pas que c'est ça qui les renforce. Ce qui renforce le RN, on le voit dans notre sondage IFOP fiducial pour LCI, Sud Radio et le Figaro, c'est que le RN apparaît comme une alternative. C'est vraiment, on l'a vu aussi dans notre enquête présidentielle de la semaine dernière, qui avait pas mal marché, si je peux dire, en termes de reprise, qui avait un peu saisi le monde politique. Le vote RN aujourd'hui, c'est un vote de masse. Excepté des cadres supérieurs, il n'y a pas de catégorie où le RN est structurellement bas. Et c'est un vote d'alternative. Ce n'est pas un vote d'incarnation. C'est pas je vote Marine, je vote Jordan, pour reprendre des éléments de discours d'adhérents ou de sympathisants RN. C'est l'idée, dans l'électorat acquis ou potentiel du RN, qu'ils n'ont jamais été essayés. Que c'est leur tour,
qui ne feront jamais plus mal que les autres. Que, de toute façon, on disait que le RN au pouvoir, c'était la ruine. La ruine, ces Français nous disent, la ruine est déjà là. On disait que le RN au pouvoir, c'était le désordre ou des émeutes. Les Français disent, l'insécurité est tellement forte que le désordre est déjà là. Donc, il y a ce vote d'alternative. Alors, le fait de ne pas être convoqué, ça fait plus que jamais, alors tout le monde ne va pas le remarquer, ça fait plus que jamais le eux contre nous, le RN, force nouvelle qui n'a jamais été au pouvoir, versus, alors Jean-Marie Le Pen parlait d'établissement, je pense à l'époque, tout ce qui n'est pas RN. LFI, ça se comprend davantage. Eux aussi, ils veulent jouer une sorte d'alternative sur la mode de la radicalité, d'une sorte de pureté. Le NFP, rien que le NFP, tout le NFP, et ils sont sur cette logique de destitution que, je le répète, quitte à me faire mal voir, mais je restitue ce qu'il y a dans nos enquêtes qualitatives. Les Français souhaitent une dissolution pour trancher le nœud gordien de cette paralysie qui les rend fous. J'étais hier dans l'Aveyron au congrès des maires, et les maires m'ont restitué ce que disent les Aveyronnais. C'est un bout de France qui a beaucoup de valeur en termes d'écoute. C'est on n'y comprend rien. Il faut sortir de cette panade, de ce foutoir. Et dans ce cadre-là, la dissolution est, si je puis dire, la meilleure manière de revenir aux urnes et de trancher cette crise. Lucas, vous dites ? Non, mais justement, je m'interroge moi sur la dissolution comme la clé de la résolution. Je comprends que ça soit le discours qui finalement trouve un terreau favorable, mais je pense que c'est finalement un risque très fort, parce que si demain il y avait une dissolution, admettons par exemple les 16 et 23 novembre, qu'elle aboutirait sur un résultat autour d'une majorité très relative du Rassemblement national, qui serait autour de 220 députés, alors en effet, il faudrait, première hypothèse, qu'il y ait une sorte d'accord tacite de non-censure avec au moins 70 parlementaires. Bref, ça n'offrirait pas non plus une clarification absolument adéquate à la résolution du problème. La pression continuerait à être maximale sur la personne d'Emmanuel Macron, parce que il est, et on le voit et on le sent dans les verbatims des principaux responsables politiques, encore un motif de frustration. Et donc, si demain, le pire des scénarios serait d'avoir une démission à la suite d'une dissolution, alors qu'en réalité, il faudrait davantage réfléchir aux conditions du départ du chef de l'État pour ensuite offrir la possibilité au nouveau président de faire une dissolution. Alors, je vois Arnaud qui est prêt à dégainer. Arnaud Stéphane. Je vérifiais ma source, mais c'est Jules Renard qui disait le peuple oui, mais il ne faudrait jamais voir sa gueule. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que on est d'accord pour que le peuple, la démocratie, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et bon escient. Je vous dis, il faut une surtout, je vais juste terminer. Bien devant votre micro. Et surtout parce que les sondages de l'excellent camarade Dabi et d'autres, et de l'IFOP, oui, je y participe largement, donnent des résultats très mauvais pour les forces politiques qui ont structuré la vie politique française. Pas que le socle commun, c'est bien au-delà de ça. Pour les politiques, j'allais dire nationaux, parce que l'adhésion aux élus locaux est très forte encore. Oui, mais comment dire, les élus locaux ça va quand même impacter. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir un certain nombre de villes, moyennes notamment, où le choix de bloquer ou pas et la façon dont va se comporter la France insoumise va être déterminante pour la gauche. Vous avez le Parti socialiste qui sait très bien que dans un certain nombre de villes, ça va être extrêmement compliqué de faire sans LFI, ou alors il va falloir qu'ils cèdent énormément de choses à LFI. Et on le voit bien, on voit sur les projections qui ont été faites, je parle surtout au contrôle, on sait bien que par exemple Monsieur Faure, dans sa circonscription, ça va être très très difficile sans LFI. C'est-à-dire que s'il y va... c'est plutôt un pouvoir de nuisance, c'est pas que LFI va gagner, mais ça divise les forces. C'est un immense pouvoir de nuisance. Moi je suis très inquiet parce que quand on arrive en écartant d'un revers de la main de dire que si je suis le sondage d'hier de notre ami de l'IFOP, 49% des gens ne sont pas invités aujourd'hui à l'Élysée.
pour parler politique et de l'avenir du pays? Alors l'explication, c'est parce qu'ils n'ont pas participé 35%. Oui, mais d'accord, ils n'ont pas voulu aller voir Sébastien Lecornu. Vous pouvez pas sortir les violons en permanence en disant la responsabilité, le pays est en danger, attention, l'instabilité c'est très mauvais pour nous, le spread va exploser, les Allemands se moquent de nous, les Baltes font des blagues à notre sujet. C'est pas pourtant les Baltes, c'est pas très drôle. C'est pas gentil pour les Baltes. Non, mais c'est pas grave. Attention, ils nous entendent pas. Ils nous le rendent bien d'ailleurs. C'est hilarant de la Baltique. Oui, bravo. On doit faire un jingle spécial. Mais voilà, moi je suis très inquiet de cette tendance qu'on entend depuis quelques jours en disant bah ouais, mais si on fait des élections, ça risque d'être le RN qui gagne. Si on fait des élections, on va se retrouver dans une situation que nous avons amené avec un front républicain qui a été décidé comme ça sur un coin de table, avec une conférence de presse hallucinante dans le noir du Premier ministre Attal à l'époque, annonçant un front républicain qui a produit la situation que nous voyons aujourd'hui. C'est ça qui a produit la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire des LR élus avec des voix de la NFP élus avec des voix du socle commun et de LR. Faut pas oublier quand même. Le temps presse aussi, puisque le président de la République a promis un Premier ministre d'ici ce soir. Donc on verra qui pour le casting. C'est loin d'être évident. On y revient dans un instant avec vous, chers auditeurs. Vous nous appelez 0826 300 300. Également nos 4 débatteurs, Frédéric Dabi, Arnaud Stéphane, Mehdi Raich et Lucas Véran. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Alors, nos débatteurs, c'est comme à l'école, c'est-à-dire qu'ils sentent que c'est vendredi et c'est très agité hors antenne. Ils sont très en forme parce qu'on en a besoin pour essayer de décrypter cette actualité politique un peu brouillonne. C'est le mot que je trouve là actuellement. Vous nous appelez 0826 300 300. Emmanuel Macron qui réunit cet après-midi à 14h30 à l'Élysée les chefs des partis, les chefs de groupe présents à l'Assemblée nationale, sauf le Rassemblement national et la France insoumise. Alors le temps presse, il promet la nomination d'un Premier ministre d'ici ce soir après la démission de Sébastien Lecornu, et donc qui pour le casting, l'option Lecornu qui refait surface. Faut-il le renommer à un poste où il a dit qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu? Qui veut répondre? Mehdi. Honnêtement, ça serait une très mauvaise idée. Parce que Lecornu est quelque part le jumeau de Emmanuel Macron dans la tête des gens, et donc ça serait un très mauvais signal qui serait envoyé, d'autant plus que j'en ai marre d'entendre cette expression de gouvernement technique. J'en peux plus d'entendre cette expression. Mais un gouvernement technique, ça n'existe pas. Quand vous allez devoir arbitrer sur le budget, ce sont des choix politiques que vous devez faire. Sur la question de l'éducation, sur la question de la fiscalité, ce sont Sauf s'il y a un accord avant. Oui, mais l'accord, visiblement, on n'y est pas encore. Ils ont 48 heures. Ils ont 48 heures, mais moi je doute que ça arrive jusqu'au bout. Alors il va le faire, mais la dépréciation de l'opinion publique est telle, vous regardez la manière dont Emmanuel Macron est détesté dans l'opinion, ce sera très compliqué. Et puis il y a aussi une question qui va devoir se poser, c'est à mon sens ce pourquoi on va aller vers une dissolution, c'est qu'il y a le spectre des municipales derrière. Et pour le PS, c'est une question de vie ou de mort. Pour LR, c'est une question de vie ou de mort. Donc on est dans une situation de blocage. Donc la responsabilité d'Emmanuel Macron, elle n'est pas juste sur l'élection de ce qui s'est passé en 2024, suite aux européennes et suite à la dissolution qu'il a menée législative. Là, pour moi, il a fait une erreur. Il aurait dû démissionner à ce moment-là. Mais il y a aussi une erreur fatale de ce qui s'est passé en 2022, avec l'élection présidentielle qui a été escamotée. On n'a finalement pas eu de débat de fond. Il n'y a pas eu de débat. Et surtout, on voyait déjà à l'époque dans l'Assemblée nationale qu'il avait une majorité qui était somme toute relative. Il n'était pas très équilibré. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, la situation que l'on a aujourd'hui date de 2022. C'est à la fois la pratique de nos institutions et de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Je ne dis pas que c'est l'unique responsable, je pense que c'est une culture politique générale de nos partis et de nos élites politiques. Donc la seule solution, et je rejoins sur ce qu'a dit Arnaud, c'est de revenir aux urnes pour remettre les compteurs institutionnels à l'heure. De ce qu'on comprend, ou je me trompe, avec ce tempo imposé par Emmanuel Macron, qui prend quand même son temps dans l'urgence. Il est urgent de ne pas décider visiblement, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on n'est pas prêt de retourner aux urnes. Il n'a pas l'intention. Est-ce que vous iriez chez un charcutier technique? Sérieusement, normalement dans le civil, il est carrossier, mais il fait pour vous rendre service, il fait charcutier. Je suis pas certain. Vous n'allez pas faire un restaurateur technique ou un médecin technique, parce qu'il est coiffeur le reste du temps. Vous allez voir un médecin technique? Non. Un gouvernement technique, évidemment que c'est une foutaise. C'est une espèce de rêve technocratique pour éviter, encore une fois, de se confronter à la réalité du peuple, à la réalité de ce qu'est devenu la vie politique
en France. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de ras-le-bol, mais la cible, c'est pas le gouvernement, c'est pas la composition de l'Assemblée. Je pense qu'aujourd'hui, la cible principale, c'est le président de la République. Je crois qu'il y a un vrai ras-le-bol du président de la République et d'une pratique politique qui a suffisamment duré. Alors, je partage ce que dit Arnaud, je compléterai toutefois. C'est vrai que quand on regarde le baromètre IFOP-JDD, qui est le plus ancien de la 5e République, il est à un niveau faiblissime, 17% de satisfaits. Seul François Hollande a fait moins bien en 2013-2014, mais il était remonté en 2015. Enfin, c'est pas la chose la plus importante. Ce qui est très notable, c'est la part des très mécontents qui illustre, qui reflète une sorte de rejet épidermique. On est sur 54-55%. Il y a des questions sur le départ d'Emmanuel Macron. Je les prends à distance parce que les Français n'en parlent pas spontanément. Ils sont plutôt sur une logique de dissolution. Mais ce qui est très notable, c'est que le glas sonne pour tout le monde. C'est tout le personnel politique qui est complètement discrédité à l'échelle nationale. Et en contraste, jamais les élus locaux, que ce soit les maires, les présidents de conseils départementaux ou régionaux, ont une cote aussi forte. Alors, si je peux me permettre, il y a Anthony, il y a Hervé, depuis Anthony, voilà, je les mets dans l'ordre. Pardonnez-moi Hervé, je suis déstabilisé par toute cette situation. 0826 300 300, bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Vous nous écoutez. Sébastien Lecornu qui pourrait être reconduit. Comment vous voyez l'issue de cette journée que l'on annonce comme la journée décisive finalement ? Enfin, en fait, il n'y a rien de décisif, mais bon, pas de comment, j'ai l'impression que c'est plié, mais Lecornu, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai qu'il a un côté apaisant, il parle normalement, enfin, on comprend tout ce qu'il dit, c'est déjà quelque chose. Maintenant, c'est terrible. Maintenant, moi, il y a une phrase qui m'a profondément choqué, qui n'a pas été reprise par les médias, et les grands médias en particulier, sur le fait, si je voulais, qu'il y avait une majorité absolue pour ne rien faire, enfin, pour ne pas dissoudre. Moi, je trouve ça totalement étonnant, de dire une phrase pareille, de dire en fait on se complaît dans l'immobilisme. Mais maintenant, si vous voulez, parce que le problème, il est directement politique, et comme le président de la République veut tout tenir et ne veut pas régler les problèmes qui se posent à la France sur l'insécurité, l'immigration, etc., et les problèmes économiques, par exemple, comment ça s'appelle, l'industrie automobile française, qui risque d'être impactée gravement par la politique de l'Union européenne sur les voitures, sur la fin des voitures thermiques. Tout ça, ce sont des problèmes, et en fait, moi j'ai l'impression aussi, si vous voulez, que on fait ça pour ne pas choisir, et par le fait qu'un seul homme veut se succéder à lui-même au pouvoir et veut toujours tenir alors qu'il ne tient plus rien. Donc pour vous, il faut repartir aux urnes. Il n'y a qu'une solution. Vous dites comme plusieurs. Écoutez, je ne sais pas. Non, mais oui, bien sûr. Je ne sais pas. Oui, c'est la seule solution pour retrouver une véritable majorité, parce que tout va se recomposer. Si vous voulez, on nous parle à longueur de journée, mais ça c'est des éléments de langage comme on dit aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est la propagande. On nous dit qu'il y aura pas, qu'on va se retrouver dans la même situation qu'en 2024. Moi, j'en suis pas sûr. Il y a des dynamiques que les instituts de sondage pourraient voir, d'ailleurs, entre parenthèses. On essaie de voir, mon cher Hervé. Il y a Frédéric qui va vous répondre sur ça. Cher Hervé, je partage votre point de vue. C'est très paresseux intellectuellement de dire il se passera rien, le rapport de force qui sortirait d'une dissolution serait exactement le même, où il y aurait la même composition à quelques sièges près, avec moins de députés du bloc central et une trentaine de plus du côté du RN qu'en 2024. C'est extrêmement paresseux. Vous l'avez très bien dit, une campagne électorale, ce n'est pas statique, c'est une véritable dynamique. Je prends un exemple extrêmement lointain, et je pense qu'Arnaud s'en souvient. En 93, on disait, voilà, je vous vieillis exprès. Il n'y a que Frédéric qui a souligné cet aspect-là. En 93, on disait que la gauche finissante perdrait les élections, mais qu'elle aurait 100 sièges, 157. C'est terminé à 90 sièges. Voilà. Donc on sait très bien qu'une dynamique, ça peut tout emporter, surtout si le RN, qui a maintenant des alliés, qui a des réserves de voix, qui tend la main au LR, qui sera, en plus on va en parler, qui sera moins pénalisé par un front républicain, qui sera sans doute moins, qui va exister, qui sera sans doute moins efficace. Tout est possible. Il y a deux fronts. Il y a deux fronts. Hervé.
On vous écoute. Allez-y. Non, si vous voulez, non, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a sans doute, peut-être, il peut y avoir une partie de l'électorat, si vous voulez, qui ne raisonne plus en termes directement politiques très rationnels, même si c'est rationnel, c'est-à-dire n'importe comment, il vaut mieux autre chose que ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, une sorte de dégage. Enfin, je résume un peu de dégagisme aussi parce qu'on est fatigué. C'est ça que vous dites, Hervé. C'est la rationalité. On nous dit que les gens que les gens qui pourraient arriver au pouvoir ne sont absolument nuls, ne connaissent rien, etc. Bon, bah d'accord, mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit extraordinaire non plus. Donc on peut toujours essayer autre chose. Voilà, tout simplement. Il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui nous dit: vous voulez retourner aux urnes alors qu'il suffirait d'écouter les Français. C'est effectivement quelque chose qui revient souvent. Lucas, qu'est-ce que vous pouvez répondre aussi dans cette option-là? En sachant qu'il y a des municipales dans 3 mois. Non, mais le retour aux urnes, il est incontournable et je pense qu'il est souhaité par quasiment une totalité de Français. En revanche, moi, j'interroge juste sur la question du calendrier avec encore cette thématique d'une dissolution. C'est un coup de fusil qu'on fait et il faut attendre d'avoir les munitions derrière pour le refaire et ça dure 12 mois. Donc, il y a une part de risque à faire une dissolution si elle n'apporte pas de clarification. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je pense que sur la question de l'incarnation, en effet, le chef de l'État donne l'impression de vouloir garder la main et c'est ça qui cristallise beaucoup de tensions. C'est pour ça que je partage la réflexion de Mehdi. Le Cornu, même s'il a des qualités éminemment personnelles importantes, l'équation de le remettre, je pense, créerait de la frustration. Et pourquoi ne pas faire un pas de côté, par exemple, avec un gouvernement d'union autour des élus locaux dont Frédéric rappelait qu'ils avaient un crédit de confiance supplémentaire? On pourrait tout à fait considérer qu'un gouvernement autour des exécutifs régionaux pourrait être constitué. Je pense que des voies comme ça n'ont pas été explorées. Alors maintenant, il est trop tard, mais c'est bien dommage. Oui, question aussi, est-ce que les élus régionaux ont envie de quitter... Je pense que personne ne veut y être. Temporairement, ils mettent un gouvernement. Je sais pas, on verra. Alain Poher, président. Si vous le voulez bien. Merci beaucoup Hervé, on vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio 0826 300 300 depuis Antony en région parisienne. Vous continuez de nous appeler, de participer à ce débat avec nos 4 débatteurs du jour, Frédéric Dabi, Arnaud Stéphane, Mehdi Raïch et Lucas Véran. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie des débatteurs du jour, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence lanote.com, Mehdi Raïch, analyste politique, Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly, et vous également, comme l'a fait tout à l'heure Hervé au 0826 300 300, vous nous appelez pour nous dire qui à Matignon, plusieurs noms circulent, est-ce qu'il y a des gagnants, est-ce qu'il y a des perdants? Ça c'est la question qu'on doit avoir aussi entre nous, parce que on a vu et on a entendu beaucoup de noms circuler, notamment à gauche, mais aussi à droite. Donc il y a l'option Le Cornu bis, Jean-Louis Borloo également, on en parlait ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Mais qu'est-ce que l'on peut faire exactement dans le casting, Frédéric? Vous les avez testés, pas testés, tous ces noms? Justement, alors on le teste tous les mois dans le baromètre, il faut fiducial pour Match et Sud Radio, et un petit scoop, on a fait entrer Jean-Louis Borloo, donc on aura une première cote la semaine prochaine. Moi, je rappelle quand même que les Français sont absolument pas sur une logique de casting. Ils sont sur une logique de résultat. Moi, je suis frappé par l'indifférence de plus en plus forte à l'égard donc du peu mécano. Importe l'homme du moment qu'on a un résultat. Oui, qu'on est peut-être l'ivresse ou pas, mais c'est vrai que on est dans un moment où ça dysfonctionne tellement, la politique est malade, elle ne joue plus son rôle, que les Français, on est sur une logique d'éclipse du politique. Ils ne regardent plus la scène politique nationale. Je ferai un petit point quand même sur Jean-Louis Borloo. Alors, il a plus de il était à Toulouse hier, il a dit pour l'instant qu'il n'a pas de contact depuis 2010, avec... il avait quitté le gouvernement de François Fillon, il avait même un petit peu candidaté pour être Premier ministre, on s'en souvient, ça aurait peut-être aidé Nicolas Sarkozy pour sa fin de mandat. C'est quelqu'un qui a une image auprès des Français étincelante. Pourquoi? Pas le style sympathique, pas le côté proximité identificateur, c'est un homme politique qui a fait, qui a agi. J'ai en contraste le souvenir d'un verbatim d'une électrice de Macron qui disait « Mais en fait, François Bayrou, qu'est-ce qu'il a fait pour nous en 30 ans ?» Jean-Luc Borloo, il y a énormément de choses. Il a sauvé Valenciennes, l'usine de Toyota. Quand nos auditeurs payent leur femme de ménage ou un cours particulier de maths à leur enfant, c'est par le CESU. Il y a l'ANRU. Il y a une image chez les Français, à tort ou à raison, mais de quelqu'un qui a essayé de changer la vie des gens. Maintenant, il s'est retiré depuis 15 ans.
on va pas se mentir, à chaque crise politique ou locale ou nationale, on abat ou on essaye de lever l'hypothèque Jean-Louis Borloo et il ne se passe rien. Je vous donne une phrase. Jean-Luc Mélenchon a dit ce matin: la responsabilité du chaos n'est pas à l'Assemblée mais à l'Élysée. Vous réfléchissez sur cette question. Mais Mehdi, sur le casting, Frédéric dit: les Français, peu importe le casting qu'on va proposer dans la situation où on est, il faut des résultats. Oui, mais c'est aussi un paradoxe, c'est que comme tout tourne autour de l'élection présidentielle, finalement, la question de l'incarnation, je peux la comprendre que c'est pas forcément la question du moment. Et effectivement, quand on est dans l'urgence, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. La seule personne, et je peux le comprendre si on se met dans la tête du socle commun ou de la Macronie, la seule personne qui pourrait correspondre à ce profil, c'est Jean-Louis Borloo. Parce que justement, il n'a pas ce caractère de « je veux me présenter à l'élection présidentielle par la suite ». C'est pour ça qu'on parle de casting. Tout le monde veut être le prochain président. Moi, ce qui me dérange, c'est que en faisant ça, on ne retourne pas aux urnes, on casse le modèle démocratique. Le modèle démocratique de base, c'est l'alternance. Le cœur de la vitalité démocratique, c'est l'alternance politique. Il nous faut une alternance politique aujourd'hui. Et c'est, à mon sens, ce que veulent les Français aujourd'hui. Donc il faut un retour aux urnes. Arnaud. Très court. Jean-Louis Borloo, oui, mais c'est toujours pareil, on a la mémoire un peu courte en politique. Jean-Louis Borloo, c'est aussi la politique de la ville et les 40 milliards qui ont été déversés dans des plans banlieue et qui s'appelaient à l'époque plan de la ville, et qu'on reproche beaucoup à droite de l'échiquier politique, et ça risque de lui coûter cher en termes de symbole. La deuxième chose, la politique, on n'a pas besoin, c'est pas un spa. On n'a pas besoin d'un prof de yoga comme Premier ministre. Il va falloir arrêter quand même. Et tertio, en politique... C'est clair ce matin. En politique, ce qui compte, au bout d'un moment, surtout quand on est dans cette situation-là, ce qui marche, c'est la radicalité. Oui. Et il y a un moment donné... La clarté peut-être, et la cohérence. Non, la radicalité dans des choix politiques. C'est-à-dire que ça peut être la radicalité aussi de l'extrême centre. C'est-à-dire il faut retourner la table, il faut arrêter les impôts, on va les réduire de cette manière-là. En revanche, on va réduire aussi le chômage, on va faire... ce que je supporte pas. Mais il y a un moment donné, il y a un besoin de radicalité. Donc il y a deux choses qui s'opposent. Une classe politique qui croit qu'il faut un prof de yoga à Matignon, et de l'autre côté, une opinion qui ne se structure que sur des sujets où on a besoin de radicalité. Alors, sur la radicalité, ça se retrouve notamment parce que donc il faut un prof de karaté, gauche comme droite montent, parce que ce sont les projets les plus radicaux et les plus clairs en ce sens. Donc si les gens vont se tourner de plus en plus vers le RN ou de plus en plus vers LFI, c'est parce qu'ils sont radicaux dans une situation où il y a de l'urgence. Donc là, je rejoins Arnaud sur ce point-là. Alors justement, l'urgence, on le dit, on le répète, c'est la présentation de ce budget que l'on doit présenter à l'Assemblée nationale absolument lundi. Donc il faut dès ce soir un Premier ministre, dès dimanche soir un gouvernement, et ensuite aller devant les parlementaires avec un budget pour pouvoir faire fonctionner le pays, parce que ça va coûter de plus en plus cher. L'une des conséquences, et j'aimerais que si vous êtes concerné par cette décision, c'est on va dire le ralentissement, même si pour l'instant la Banque de France dit bon, ça tient sur certains secteurs, mais la consommation est en train de s'écrouler. En tous les cas, les gens se demandent sur quel pied danser, donc ils préfèrent épargner. On est dans une situation, Lucas, où on joue plus, quoi. On joue plus. Ce qui est vrai, c'est que le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé, près de 19%. Selon les estimations, le coût de l'instabilité politique, c'est près de 15 milliards d'euros, c'est 0,5 points de croissance. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression d'un pays effectivement gelé et qui doit avoir une clé de résolution. La question, c'est désormais, c'est vraiment comment, et c'est sur les modalités qu'il faut s'interroger. Le réflexe un peu pavlovien, c'est de dire, il faut tout changer maintenant et vite, mais il faut être responsable sur la manière d'imaginer comment le calendrier répond au mieux aux enjeux du pays. Par rapport au projet de budget, évidemment, là, on est dans une impasse totale. Le rôle du rapporteur général du budget, qui est Philippe Juvin, sera, à mon avis, assez important dans la période pour essayer d'à la fois être au niveau des attentes en matière budgétaire que dans lequel on se trouve, tout en essayant de ménager des sensibilités. Mais à partir du moment où vous renoncez au 49.3, qu'il y a cette assemblée morcelée,
que menace sur le gouvernement futur un risque de censure permanent, la réalité c'est que l'immobilisme reste quand même la seule certitude sur les quelques mois qui vont nous séparer des municipales à minima. Alors la déclaration ce matin de Jean-Luc Mélenchon qui dit le chaos est à l'Élysée, la position de LFI comme la position du RN aujourd'hui dans ce jeu politique tendu et serré, Frédéric, parce que derrière il va falloir aussi pouvoir discuter d'un budget à l'Assemblée avec une majorité dont on voit pas très bien comment elle va pouvoir se dessiner, sauf tout d'un coup à ce qu'on se mette derrière une urgence économique. Frédéric, comment ça va se passer? Je pense sans faire de politique fiction, mais là on est à 3 jours. Hein. Je n'en sais rien et voilà, les retours terrain, c'est que les Français n'y comprennent rien. Il y a une logique de désarroi dont je parlais tout à l'heure, de colère froide. Il y a 2 niveaux. L'opinion publique cherche à tout prix pour peut-être faire baisser la pression sur un souhait de dissolution très fort, comme je dis, une solution et qu'on revienne back to basics, qu'on revienne à la normale, qu'un gouvernement gouverne, qui change la vie des Français, qui réforme, etc. On en est loin. Ouais. Et puis, on ne l'a pas dit ici autour de la table, mais c'est tellement vrai qu'on n'y pense pas. Le calendrier électoral, la temporalité électorale, les élections municipales qui ont lieu dans 5 mois et 5 jours, hein, c'est le 15 et le 22 mars 2026, freine beaucoup de choses, empêche peut-être le Parti socialiste de tenter l'aventure du gouvernement, voilà, et puis et également la proximité d'une prochaine élection présidentielle. Donc moi je vois avec cette assemblée introuvable, ingouvernable et pour utiliser un mot un peu trivial d'une électrice de Macron dès le 8 juillet, indémerdable, quand on a 3 blocs à peu près équivalents à 30 sièges près, comment, et qui sont très hostiles les uns par rapport aux autres, comment peut-on trouver des majorités? Est-ce que la solution qui pourrait être trouvée, c'est renommer Sébastien Lecornu, mais jouer la rupture non pas sur le chef du gouvernement, mais sur le casting, je reprends ce terme, gouvernemental, avec une exclusion de toutes les personnalités du bloc central, une exclusion de toutes les personnalités LR, et non pas un gouvernement technicien. Je comprends, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Stéphane là-dessus. Qu'est-ce que c'est vous l'avez aussi dit, la technique, la dimension technicienne, quand on est dans un peuple éminemment politique, étant tous les choix sont politiques. À mettre à l'agenda la loi sur la fin de vie, c'est politique. Tout est politique. Même le choix des parfums de glace dans un déjeuner à l'Élysée, c'est politique pour moi. Est-ce que c'est pas revenir, pardon de le dire, à 2017, au gouvernement des experts? On se souvient de ce qui avait été très fort en 2017, répondre à l'imaginaire. Pourquoi ne pas mettre une sportive au sport, Laura Flessel, un médecin à la santé, c'était Agnès Buzyn, une DRH à l'emploi, c'était Muriel Pénicaud. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas si mal marché sur les 2 ans avant le Covid. Mais c'est vrai que c'est la seule solution qui pourrait être envisagée. Voilà, on me dit, vous allez réagir, mais à l'instant, par exemple sur la page Facebook de Sud Radio, on me dit, si on comprend bien une chose, c'est que ça continue de magouiller pour garder des places. Et nous, pendant ce temps-là, bien, on galère. C'est la réaction des auditeurs de Sud Radio, qui fait partie de cet imbroglio politique qui à Matignon, qui ensuite pour composer un gouvernement. On y revient dans un instant, mais je vous donne la parole juste après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec vous également, vous n'hésitez pas au 0826 300 300, également avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Mehdi Raïch, analyste politique, et Lucas Véran, adjoint maire de Neuilly. Avant la pause, Mehdi, vous vouliez rebondir sur ce que disait Frédéric Dabi, sur cette recomposition potentielle si on repassait aux urnes. Vous dites attention, c'est pas sûr que... En fait, ce ne sont pas 3 blocs qu'on observe, ce sont des blocs qui sont eux-mêmes très fracturés en interne. Donc c'est pas une gouvernance, ce sont pas des majorités que l'on doit trouver. C'est en fait on n'est pas dans, et paradoxalement pas dans ce qu'on pourrait appeler la tyrannie de la majorité. C'est une tyrannie des ultra minorités. Donc on doit à chaque fois composer avec des lignes politiques qui sont très très différentes. Et comme nos cultures et notre institution et notamment celle de l'Assemblée nationale fonctionne sur le fait majoritaire, comme vous ne pouvez pas trouver de majorité et que vous devez concilier avec des minorités, ce sont les minorités qui font la loi et vous obtenez ce blocage institutionnel. Donc c'est encore assez différent de 3 blocs. C'est vraiment on est dans un pays qui est très 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 fracturé en ce sens. Alors il y a un auditeur, un fauve sur Facebook qui nous dit, pour faire rire et sourire, il dit pourquoi pas Emmanuel Valls à Matignon, ça fait partie, mais pourquoi pas? Imaginez, quand il y a eu l'hypothèse PS, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un parti qui a fait moins de 2% l'élection présidentielle, qui sera à la tête du gouvernement, ça n'a plus de sens.
Sincèrement, ça n'a plus de sens. Quand vous vous retrouvez avec des compositions politiques de la sorte, parce que vous avez fait des votes barrages, dire que l'Assemblée nationale, quelque part, ne représente pas l'état social ou l'état politique du pays. Et ce qui est vrai, c'est que, mais Frédéric pourra peut-être nous éclairer là-dessus, quand on prend le total droite, encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la droite, mais on dépasse aisément les 57%. Aujourd'hui, le total gauche, il avoisine les 30%. Donc, il y aurait une forme d'incohérence, voire même un peu du ridicule de l'histoire, que de mettre gouvernement à gauche au moment où le gouvernement n'a peut-être jamais été autant à droite. Mais comme le dit Mehdi, chaque bloc est lui-même très fracturé et en sous-commission presque, j'allais dire. Donc c'est effectivement quelque chose de compliqué parce que chacun revendique aussi derrière. Vous ajoutez la guerre des chefs pour devenir le prochain élection présidentielle. C'est plutôt le bloc du Rassemblement National. C'est le seul qui est monolithique. C'est le seul qui est monolithique. Et la France Insoumise. Et la France Insoumise. Allez, on va au 0826 300 300. On va retrouver Richard qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Richard. Ça a raison. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous écoutais avec attention sur la route. Bonjour à vous. Et en fait, en tant que Français moyen, en fait, je réalise que pour moi, vous avez un coup de retard. En fait, un coup de retard parce qu'on est dans une vision micro là, et alors qu'en réalité, ce qui va sauter à la figure et qui va arriver très vite, avec des tensions sur l'économie, c'est qu'aujourd'hui, ce que veulent pas les Français, c'est ils veulent pas de guerre. Donc la position de Van der Leyen et de Macron en battant guerre avec la Russie, les Français n'en veulent pas. Oui, mais le déplacement économique de la France dure depuis des décennies avec l'Europe, avec un euro trop fort. On n'a pas les moyens de l'euro. Ça, on va le réaliser, et à nos départs, on aurait dû déjà le réaliser. Et ensuite, on a une tutelle énergie subie envers l'Allemagne qui nous a fixé un prix de l'électricité qui est délirant, et on achète de l'énergie trop chère parce qu'on a réussi à se fâcher avec la Russie pour des intérêts qui ne sont pas ceux des Français. Alors, je ne vais pas citer tout, plus l'immigration qui est inarrêtable avec les lois européennes. Donc, en fait, il y a un déni en France. Il y a un déni et on a éteint les gens qui ne veulent plus de la politique européenne, qui veulent récupérer le souverainisme pour régler les problèmes. Et tout ce que vous annoncez, ce dont vous parlez là, ça va éclater. Donc vous voulez qui ? Vous voulez quoi ? Vous dites quoi, Richard ? Vous voulez qu'on reprenne, qu'on dise, qu'on fasse un bilan des 20 ans passés. On dit voilà, est-ce que notre situation aujourd'hui s'est améliorée par rapport à notre entrée dans l'Europe ? Oui, non. Est-ce que la France, les valeurs de la France se sont améliorées ? Oui, non. Et voilà. Tiens, est-ce que la population de la France est beaucoup mieux intégrée, on va dire. Donc ça, c'est un bilan, et après vous en tirez les conséquences, quoi. Une dissolution, une nouvelle élection présidentielle. Vous faites quoi ? Eh ben là, en fait, on explique. Aujourd'hui, il y a un tabou. Je sais bien que vous ne pouvez pas le dire à l'antenne. Je sais que vous. Allez-y, Moi, j'arrive pas. Moi non plus. On peut pas le dire qu'en fait, notre position dans l'Europe nous a déclassés. Voilà, donc c'est un Frexit. C'est pas un tabou. Vous allez le dire. Il y a plein de partis politiques qui le disent. Richard. On vous a perdu. On vous perdait. Non. Donc voilà. Donc moi je pense que je pense qu'il faut penser au coup d'après. Aujourd'hui le clivage, il est pas gauche-droite. C'est fini ça. Il va être entre ceux qui veulent ou pas d'une immigration imposée, et on voit que LFI veut l'immigration imposée, Macron aussi. Il se retrouve. Est-ce que vous voulez en gros, ce que je comprends, c'est que vous voulez qu'on pose la question de la présence de la France au sein de l'euro, une sorte de Frexit, couper les frontières. Donc c'est des choses et des sujets qui vont devoir être tranchés. Je suis obligé de faire circuler la parole, Richard. Vous ne bougez pas. Non, Frédéric. Comme j'ai beaucoup parlé, qu'un seul petit mot. Ce que dit Richard est tout à fait légitime. Il a le droit de le penser. Les forces politiques qui défendent le Frexit pèsent aujourd'hui en France entre 1 et 2% du corps des élections. C'est François Asselineau, l'UPR, c'est Florent Philippot du côté des Patriotes, le RN, et je parle sous le contrôle d'Arnaud Stéphane, parce qu'il connaît bien ces questions, a abandonné complètement le Frexit. Il parle de l'euro, il a le droit de penser ce qu'il pense, mais la part des Français favorables au retour aux francs, c'est maintenant environ 20%, et il n'y a plus une force politique d'envergure qui défend cela. Oui. Arnaud. Il y a quand même un sujet, on en parlait en off, qu'il faut quand même
C'est invraisemblable. C'est-à-dire que s'il y a une nomination d'un Premier ministre ce soir, quel qu'il soit, imaginons que ce soit une personnalité de gauche, puisque c'est le serpent de mer là, de ces derniers jours, le fantasme général, enfin un homme de gauche. Bon, bref, il va arriver avec un budget à défendre après-demain à l'Assemblée nationale, qui est le budget fait par Monsieur Lecornu. Je veux dire, c'est quoi la tarte à la crème? C'est-à-dire qu'il va être obligé de remettre le budget en discussion à l'Assemblée, en cours de discussion, avec des amendements de son propre gouvernement sur le budget qu'il est en train de présenter. Enfin, je veux dire, on n'est pas sorti de la pétaudière, parce que la situation est grotesque. Donc évidemment qu'il va être obligé de nommer un Premier ministre qui soit pas complètement rabiquement opposé aux lignes d'économie qui ont été choisies par Lecornu et en partie par Bayrou, parce que c'est un budget qui avait commencé à être fabriqué sous François Bayrou. Je ne vois pas comment on peut avoir un Premier ministre qui soit complètement à rebours des choix budgétaires qui ont été déterminés jusqu'à maintenant. La fracturation qui a été énorme dans le camp de la majorité, du bloc, sur la question des retraites. Et des retraites sur le seul avancé qu'ils ont. D'ailleurs, seule réforme qui a été validée. Richard, merci Richard d'avoir participé, d'avoir posé cette... Comment ? Il n'y a pas de représentant, mais le fond, parce qu'en fait, le fond du problème va surgir. Voilà. On va devoir basculer. Merci Richard. Mais précisément, Richard, je trouve que c'est intéressant. Vous avez le droit de défendre la sortie de la France dans l'Union européenne et de la zone euro, mais ça précisément, il faut un temps de discussion très fort pour pousser ce débat-là. Ce débat-là, à mon sens, c'est le débat d'une élection présidentielle, et ça ne peut pas être fait de briques et de bois dans le cadre d'un budget où, à part réduire la contribution de la France au fonctionnement de l'Union européenne, c'est pas l'agenda. Donc définissons ensemble un calendrier qui offre la possibilité de porter des voix contraires. Moi, je défends pas du tout la vision que vous avez, mais je comprends qu'il faille en discuter. Et malheureusement, c'est pas la période actuelle qui nous permettra de le faire. Donc organisons les choses avec un peu de sang-froid pour se dire quel calendrier nous permet de redonner une majorité, une clarté, une direction, une trajectoire à la France. C'est fou, on retombe toujours sur l'élection présidentielle quoi qu'il arrive. C'est toujours le c'est le quinquennat qui veut ça pour la police. D'autant plus qu'Emmanuel Macron ne pouvant pas se représenter, du lendemain de sa réélection, tout le monde était déjà braqué sur 2027, et ce qui est assez logique. La question du calendrier est fondamentale. Moi, je remercie Richard qui était depuis Toulouse avec nous au 0826 300 300. Juste un mot. Qui est le grand perdant de cette séquence politique que l'on vient de vivre Il vient de Vendée, il a des lunettes. Et il s'appelle Bruno Retailleau. Je pense que Bruno Retailleau sort pas en très bonne posture de cette séquence politique, parce qu'il aurait dû partir depuis longtemps en vérité. Bruno Retailleau se retrouve prisonnier de la séquence politique. C'est un très mauvais moment pour partir. Il aurait dû le faire au moment peut-être des tensions avec l'Algérie ou l'histoire des visas, il a vu une opportunité. ou autre. Donc il n'a pas le sens du timing. Et ben lui non plus, il n'a pas le sens du timing. Et surtout, il y a une autre question qu'il faut se poser en fait aussi, c'est pour Bruno Retailleau. On est à 1 an et demi de la présidentielle. Bruno Retailleau, autre chose que ministre de l'Intérieur, ça vaut quoi politiquement? Voilà, ça c'est la vraie question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que Bruno Retailleau existe par sa position à Place Beauvau, mais Bruno Retailleau plus Place Beauvau, à 1 an et demi d'une présidentielle, je donne pas cher. En tous les cas, 14h30 avec Laurent Wauquiez, ils seront autour de la table de l'Élysée pour écouter Emmanuel Macron. C'est Laurent Wauquiez chez les LR. Comment ? Le gagnant chez les LR, c'est Laurent Wauquiez. Sans doute que le match se situe là. Quoi qu'il en soit, on va faire, si vous le voulez bien, une petite pause. L'info, les courses, et on se retrouve aussi juste après avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, mais également, vous pouvez continuer de réagir et d'intervenir au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot, 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Et on se retrouve également sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook Sud Radio. Vous pouvez nous rejoindre et commenter, interagir également au 0826 300 300 également. Vous avez la parole avec nos 4 débatteurs aujourd'hui. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Mehdi Raïch, analyste politique. Et Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly. Rapidement,
sur l'histoire de la consommation, sur les questions économiques actuelles. J'entendais ce matin le président de la Banque de France qui vient de faire un point régulier, puisque tous les mois, donc elle publie sa note de conjoncture, qui disait que pour l'instant, les indicateurs tenaient à peu près, mais qu'il y avait quand même quelques signaux et quelques alertes rouges. On le sent très bien. Alors je sais pas, chacun en pense ce qu'il veut, mais Mehdi, Frédéric, la consommation, la France s'abstient de dépenser. C'est la une de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, puisque il y a de possibles hausses d'impôts. Cette question du budget qui va conditionner quand même beaucoup de choses derrière, l'emploi. On sait qu'il y a un ralentissement des offres. Il y a certaines plateformes qui commencent à noter qu'il y a de moins en moins il y a une chute assez brutale, 8%, je disais sur une plateforme ce matin, Lucas, de cette situation politique. Donc, va-t-on revenir à la raison rapidement pour pouvoir sortir de tout ça ? Ah non, mais ce qui est vrai, c'est que la clé pour un environnement économique positif, c'est la confiance et un soupçon de visibilité sur les mois, les années à venir. Donc, qu'il y ait un gel des embauches, tant que la situation n'est pas clarifiée, les investisseurs seront toujours en retrait. Quant à la consommation, excusez-moi, c'est assez naturel que quand on dit tous les jours que la France est à deux doigts d'être dans la situation de la Grèce, le taux d'épargne, il augmente mécaniquement et les gens sont plus craintifs sur l'idée de dépenser leurs revenus. Donc manifestement, bien évidemment que pour l'instant, et il faut quand même le souligner, par rapport à l'Allemagne, les fondamentaux de la France ne sont pas abîmés, on est en croissance, etc. Mais il y a plus un élément de frustration, c'est parce qu'on a des fondamentaux qui globalement tiennent la route, que c'est d'autant plus frustrant de se les voir privés dans leur potentiel par juste une instabilité politique. Je fais une petite parenthèse parce que ça vient de tomber. Le prix Nobel de la paix n'est pas attribué à Donald Trump ce matin. Il a été attribué à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, d'après ce qui est dit dans les papiers qui viennent de tomber. Bon, l'accord Gaza Israël est arrivé trop tard pour que le président des États-Unis décroche le prix Nobel de la paix. Voilà, je vous livre ça en direct. C'est surprenant. Oui. Vous auriez aimé Donald Trump prix Nobel de la paix, non? C'est anecdotique, l'année prochaine? Oui, ça arrive trop tard, là, il l'aura peut-être l'année prochaine. Déjà, il faut que les otages soient tous bien libérés lundi. Il y a encore pas de résultat pour l'instant. Barack Obama l'a eu sans rien avoir fait. Oui, c'est parce qu'il était président des États-Unis, du coup on lui donne par... Alors messieurs, j'aimerais qu'on fasse vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mehdi, vous vouliez nous parler d'un petit robot. Oui, d'un énorme robot. Alors, comment il s'appelle? Figure 03. Donc, Figure 03. Sorti par l'industrie américaine Figure AI. Donc c'est un robot humanoïde. Je conseille à tout le monde d'aller voir la vidéo de présentation qui fait 6 minutes, qui est sortie hier. À mon sens, je pense qu'on ne mesure pas la rupture civilisationnelle que sera l'intelligence artificielle encore. On ne le mesure pas assez dans l'industrie. Donc ce robot-là sera probablement un robot qui sera fait en série. Le prix d'achat est de 30 000 €. Donc il est il est conçu pour répondre à vos attentes quotidiennes, la vaisselle, faire votre linge, ranger, laver. Donc c'est très 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 impressionnant. Et donc, c'est vraiment impressionnant. Quand on y est, on se croirait un peu comme dans le film avec Will Smith, iRobot. Ça ressemble vraiment à ça. On est vraiment dans autre chose. Et donc, le robot du début ou de la fin? Parce que c'est très juste. Il n'est pas encore. Donc voilà, je voulais mettre ça en avant parce que ça m'impressionne. Aujourd'hui, on est encore en discussion sur la croissance, l'économie, tout ça, mais vraiment, ce que fait l'intelligence artificielle, ce que sont capables de faire certaines industries avec la robotique, va absolument tout changer. Je pense à des secteurs industriels pour tout ce qui est ouvrier. On peut même imaginer des mondes où il n'existe plus avec des robots de la sorte. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, on le voit dans une usine automobile en train de faire des séquences et répétitions. Tâches répétitives. Bon, ça c'est plus commun, j'allais dire. Mais effectivement, quand on voit la vidéo, il est là à servir le café, à ranger. C'est très impressionnant. Et il a dit, voilà, il y a déjà un autre prototype qui va bientôt sortir. Donc plus le temps va avancer, plus ça va aller vite. Pour vous, c'est une acheter. 30 000 €. 30 000 €. C'est le prix d'une voiture électrique.
Ah bah ça. Faut faire un choix. Faut faire un choix. Ça sera en précommande. Ouais. C'est soit vous roulez vert, ou soit vous. C'est pour ça qu'on peut s'arracher les cheveux de la tête, parce qu'il y a le prix Nobel. On peut pas être à Matignon. Prix Nobel de physique, je crois, a été accordé à une Française. Un Français, pardon, spécialiste de la physique quantique. Oui. La prochaine révolution, on sait, c'est les ordinateurs quantiques et c'est l'utilisation du quantique. Qui n'est pas le quantique des quantiques, qui est le quantique, voilà. Dans l'industrie, il faut un peu de culture le vendredi, c'est sympa. Je suis la rose de Charonne, le lys dans la vallée. Et donc, on peut s'arracher les cheveux de la tête, c'est que nous étions très en avance sur tout ce qui était quantique, bien sûr, ouais. Et d'utilisation. Et l'ordinateur quantique, on l'a perdu, puisqu'il est parti aux États-Unis et chez nos amis chinois. Donc, nous aussi. Oui, bravo. Voilà. L'internet, alors le protocole Internet, c'était nous aussi, mais il y avait un haut fonctionnaire qui s'appelait Alain Minc qui avait dit que c'était de la daube et qui avait préparé la boussole qui donne le sud. La seule bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, c'est qu'Alain Minc a déclaré que c'était le pire président de la 5e République. Récemment. Il y a un auditeur qui nous dit que les vidéos qu'on voit, c'est de l'IA. Non, c'est le prototype est déjà en fonctionnant. Ah, d'accord. Donc, de toute façon, tout est fait pareil. C'est une industrie IA. Hein. Donc, j'ai vu un robot qui faisait du kung-fu l'autre jour. Mais par exemple, le MIT, tout le monde connaît la grande université américaine. Un MIT. robot qui fait du kung-fu. Oui, bien sûr. Vous avez généralement quoi ça sert ce type de robot. Il montrait qu'on arrivait à faire rentrer un certain nombre de données qui permettaient au robot de se déplacer exactement comme un humain et d'apprendre des séquences d'arts martiaux. Ce qui est vrai, et là je parle aussi en tant que jeune, mais c'est que il y a un aspect complètement décalé de parler de manière permanente de la question de la suspension, de l'abrogation, de la réforme des retraites, et de voir les États-Unis et la Chine avancer à vitesse grand V dans le déploiement de l'intelligence artificielle générative. Il y a vraiment un sentiment, et d'ailleurs qui se traduit par, vous savez, les taux de sortie, la fuite des cerveaux français, qui au sein des grandes écoles, à l'IX, à HEC, est de plus en plus forte. Le sentiment, il y avait un sondage, je ne sais pas si c'était par l'IFOP ou par un de vos confrères, mais 70% des élèves de ces grandes écoles. Ouais, c'est pas nouveau. Que ces grands étudiants de ces grandes écoles, ils aiment aller d'abord s'expatrier dans leur c'est ça la question, c'est qu'aujourd'hui souvent ils reviennent. Ils reviennent pour la bouffe et les maisons dans le Luberon. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une amie à moi qui est docteur en physique, qui a notamment tout ce qui est la technologie des lasers. Elle a travaillé à Berkeley, notamment dans le SLAC, qui est l'équivalent du CERN pour tout ce qui est physique, donc c'est vraiment une tête. En France, elle aurait gagné quoi ? Allez, 30 000, 35 000 euros. Là-bas, elle se fait plus de 150 000 euros. Oui. Par an. Par an. Vous imaginez l'écart pour des personnes entre ça et les États-Unis. Oui, mais après aux États-Unis aussi, il faut tout payer, les écoles, l'éducation. Il y a des choses. $150 ça pèse quand même. Le rêve américain ou le rêve australien ou le rêve de l'expatriation, il y a aussi du pour et du contre. Mais moi, je respecte absolument l'ordinateur quantique. C'est comme ça qu'on l'a perdu. C'est-à-dire qu'il y avait vous allez énerver Stéphane. Il y avait des ingénieurs français qui étaient à Saclay sous les néons qui faisaient gling 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 sous la flotte. On leur a dit tu veux pas venir en Californie avec une voiture toute neuve, une maison toute neuve, et voilà. Et ils y sont allés. On leur a piqué tout ce qu'ils avaient amené. Et on les a renvoyés à Saclay parce que ça n'a pas fait le cut. Il y a Stéphane Arnaud qui vous dit, oui, vous c'est Arnaud Stéphane, et lui c'est Stéphane qui dit arrêtez. Les ordinateurs quantiques, on en est juste au niveau de la théorisation. Oui, on est bien d'accord, mais il se trouve que tout ce qu'on avait fait, nous, est parti aux États-Unis et en Chine. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui nous reste ? Une petite minute 15 avant de faire, Arnaud, coup de gueule, la réforme des retraites. Oui, on en parlait avec... oui, on en parlait. Je parlais de l'immense insincérité des politiques quand ils se retrouvent dans une situation qui les met personnellement en danger. Pourquoi ? La réforme des retraites, pendant 2 ans, ça a été la mère de toutes les batailles. Vous n'imaginez pas, si elle passe pas, ce sont nos finances publiques, on va insulter l'avenir, les générations futures, on ne se relèvera pas, il y a un mur de la dette, attention, etc. Il y a un gouvernement, on n'arrive pas à former une majorité, tout d'un coup, tout le monde dit, c'est pas grave, on va repousser le régime des retraites, c'est pas si important que ça, c'est un sujet secondaire aujourd'hui. Non mais... ce qui démontre une immense insincérité. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que cette insincérité, finalement, elle englobe toute la
tout le personnel politique, alors que tout le personnel politique ne mérite pas de partir avec l'eau du bain. Et cette attitude de nous expliquer que finalement il y a un relativisme aussi dans la politique, dans les priorités, tout est priorité, et puis tout d'un coup les choses ne sont plus prioritaires. Mais quand même, la séquence sur les retraites a été extrêmement longue, elle a été extrêmement dure. Il faut se rappeler quand même on a fait des débats sociaux. N'en plus finir. Ouais. N'en plus finir. Et ben aujourd'hui c'est pas grave. Donc à un moment donné, il va falloir que les politiques portent un peu leur courage à deux mains, si tant est qu'ils en aient. Nous allons faire une pause, chers auditeurs, et une courte pause dans cette émission. On va se retrouver juste après avec le coup de cœur ou le coup de gueule, mais sur le coup de cœur de Frédéric Dabi. On va revenir sur la panthéonisation de Robert Badinter avec votre coup de cœur dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie encore un gros petit quart d'heure, comme on dit, avec gros petit quart d'heure. Oui, avec nos 4 débatteurs, on en était à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Frédéric Dabi, on revient sur la séquence un peu d'union, alors même s'il y a eu cette profanation absolument stupide, idiote, dégueulasse de... Et peut-être une ingérence étrangère, oui, sur la panthéonisation de Robert Badinter. Sur sa tombe à Bagneux. Je vais être tout à fait sincère, j'étais dans un avion qui me ramenait justement de Rodez, je n'ai pas vu la cérémonie, mais je compte regarder ça ce week-end si j'en ai le temps. Mais je suis tombé hier soir sur quelque chose de très grande qualité sur le service public. On lui tape souvent dessus, donc là je vais montrer la qualité. Une sorte de reconstitution du procès de Patrick Henry. Le procès de Patrick Henry, c'est le procès qui a été pour Robert Badinter une revanche, que son client Claude Bontemps avait été guillotiné en 1972 avec Roger Bontemps avec Claude Buffet, et dans la même cour d'assises, avec le même président, le même avocat général, il y avait eu cette affaire affreuse. Patrick Henry qui avait enlevé et tué un garçonnet de 6 ou 7 ans qui s'appelait Philippe Bertrand. Et sous son lit. Je connais, voilà, il l'avait caché. Je connais cette affaire parce que j'avais travaillé dessus sur l'exploitation politique, médiatique, la construction du monstre. C'était le monstre absolu. C'est à cette occasion que Roger Gical avait dit au journal de 20h, la France a peur, la France a peur, la France a peur. Ça avait été un moment très très fort de télévision. Une époque où le JT faisait 15 à 20 millions de téléspectateurs quasiment tous les soirs. Et c'est vrai que la reconstitution du procès par des acteurs de la comédie française, c'est le reflet d'une époque où la peine de mort était très présente, où c'était un débat très fort dans la société, où les sondages donnaient systématiquement une majorité, pas écrasante, mais du 60-40, du 66-36, des Français favorables au maintien du châtiment suprême. D'ailleurs, il y a eu quelques tweets qui ont été polémiques sur la panthéonisation de Robert Badinter, sur oui, c'est les victimes d'assassins n'ont pas été panthéonisées, etc. Et c'est vrai que j'incite nos auditeurs à regarder cette reconstitution avec des acteurs jouant Robert Badinter, jouant Patrick Henry, jouant le procureur qui avait eu la tête de Roger Bontemps, de Bontemps et Buffet en 1972. C'était moment d'histoire, sachant que plus sur l'actualité de maintenant, dans les enquêtes qualitatives, c'est rarissime que les Français appellent spontanément au retour de la peine de mort, alors qu'à une époque, dès qu'il y avait un fait divers affreux, ça réactivait le souhait du rétablissement du châtiment suprême. Quand on pose des questions sondagières fermées, oui, les Français sont toujours favorables. 55-45, 60-40. Et ce qui est très intéressant, la famille politique qui est la plus en distinction sur le rétablissement de la peine de mort, ça reste les sympathisants et les électeurs du RN, alors même que Marine Le Pen a fait part de son opposition à un rétablissement de la peine de mort. Je vais continuer à faire tourner la parole, mais effectivement sur cette séquence d'union nationale. C'est presque décalé, mais bon, voilà, c'est des choses qui font partie de notre quotidien. On peut voir, il n'y a pas eu de sifflet d'Emmanuel Macron qui s'est baladé sur le. Donc c'est quand même, il y a un casting là aussi. Pas que pour le Premier ministre, qu'il y a des castings, il y a le casting pour la foule aussi. C'est-à-dire vous mettez que des sympathisants et vous bloquez les gens autour de la cérémonie. Alors. Je sais pas. Il peut pas faire un 14 juillet, il peut pas aller faire déposer une gerbe. Il peut pas déposer une gerbe sans se faire siffler. Je vois pas pourquoi ce coup-ci. Le vrai sujet là, Lucas, vous vouliez faire un coup de gueule sur nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, tout à fait. Et en réalité, en faisant ce coup de gueule, aussi montrer les limites de l'instabilité politique. On a en effet une
une donnée qui vient de nous tomber ce matin, c'est que la France finalement baisserait ses émissions de gaz à effet de serre seulement à hauteur de moins 0,08% cette année, alors qu'en réalité elle devrait le faire quasiment à hauteur de 5% chaque année pour baisser ses émissions à horizon 2030 de 50%. Et en fait, pourquoi le mettre en reflet de l'instabilité politique? C'est que pour faire baisser substantiellement les émissions de gaz à effet de serre, il faut en effet des investissements substantiels. Et donc, outre les coups de rabot, les phénomènes d'aller-retour sur MaPrimeRénov', par exemple, sur l'activité industrielle, les émissions, elles baissent à hauteur de 2,2%, mais pas parce qu'on a décarboné l'industrie, parce que l'industrie décline. Et typiquement, vous donnez un seul exemple, ArcelorMittal, qui représente près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, en fait, avait un immense projet à hauteur de 1,2 milliard d'euros pour finalement faire de l'acier décarboné à Dunkerque. Tout ça est pour l'instant dans les cartons parce que, en effet, cet environnement économique et politique dans lequel on est amène forcément les acteurs. L'industrie, c'est du temps long, hein, voilà. Donc si ça change toutes les 3 semaines, c'est précisément le message que j'ai envie de livrer, c'est que pour réussir sur tout un ensemble de données environnementales, économiques, il faut savoir préserver le temps long qui est censé être, encore une fois, un actif fort de la sphère publique, c'est d'être capable de projeter à plusieurs décennies la France. Donc, voilà. On décarbone pas assez vite la question écologique, alors elle passe au 12e plan, là, très concrètement, dans les priorités. Hein, on s'en fout. Non, je suis pas sûr, Arnaud. Mais l'Europe, c'est 7% de la pollution mondiale, tout le reste, c'est la Chine. Avec les gens, on nous dit d'acheter des voitures électriques, elles sont fabriquées au charbon. Il y a un moment donné, il va falloir quand même faire un peu de cohérence. Voilà, on pousse les gens à acheter. Vrai, mais ça veut... la Chine décarbone très vite. Oui, d'accord, pour l'instant, les voitures électriques, elles sont faites au charbon. Oui. Et il y a des lacs d'acide, c'est très beau, si vous voulez vous promener pour faire des photos. Il y a des lacs d'acide avec tout ce qui balance sur de lithium, de différents acides, etc. Il y a eu un très beau reportage, très beau, je sais pas si c'est beau, mais il y a un reportage très intéressant sur Arte, si vous voulez voir, sur l'impact de la décarbonation vue de Chine, parce que nous on décarbone en France en disant c'est merveilleux, et puis derrière vous transformez des paysages et vous faites des lacs d'acide en Chine. Alors messieurs, j'ai pas eu le temps de vous poser cette question. Est-ce que la proposition concernant les fast-food dans nos centres-villes, il y en a un à peu près tous les 5 mètres, ou d'en réduire le nombre au nom de la lutte contre la malbouffe, c'est une proposition de loi d'une sénatrice LR de l'Aisne, Lucas. Le fast-food qui est le symbole de la malbouffe, en fait, oui ou non déjà? Parce oui, en partie, mais ça c'était du temps de José Bové. Ce qui est intéressant, et en effet dans les villes on le voit très concrètement, c'est qu'il y a la question de la nutrition, mais en fait, l'installation des fast-food, il y a d'autres questions derrière. Il y a la question des nuisances sonores. Typiquement, l'effet des livraisons. Nous, je m'en rends compte à Neuilly, il y a beaucoup de riverains qui sont complètement insatisfaits d'avoir un opéra de moteurs, de cyclomoteurs. Le balai des Deliveroo et des Uber. Exactement. Ouais. Non, mais qui est avec des sans-papiers. Qui est une réelle problématique. Et donc, finalement, il y a une question un peu de salubrité public qui se pose derrière l'installation des fast-food. Et on devrait avoir des outils juridiques qui permettent de se dire, au regard de telle ou telle typologie de fast-food, il y a un risque préventif, finalement, une mesure administrative préventive qu'on devrait... Mais qu'est-ce que vous faites de la liberté du commerce ? C'est justement ça où il faut concilier. L'idée n'est pas du tout d'annuler l'installation de fast-food, mais on devrait pouvoir avoir des outils de dire, au regard de la manière dont ça se passe, au regard de la manière dont il y a de la livraison ou non, voilà, de toute une batterie de critères au-delà du seul élément nutritionnel, on pourrait avoir des outils juridiques pour réguler l'installation de ces commerces-là. Mehdi, Arnaud, la réglementation d'installation des fast-food, en sachant que derrière il y a des emplois, il y a des maires qui sont d'accord avec ça, et puis on peut parler du prix aussi. Aller au restaurant, pour certains, c'est un peu cher. Oui. La question. Mettez-vous bien devant le micro, Arnaud, parce que oui, merci. La question, je réfléchissais. La question que je me pose, c'est est-ce que, et ça a d'ailleurs été le cas, c'est à peu près de toutes les familles politiques et des maires se posent la question de savoir est-ce que c'est normal que dans leur ville, il n'y ait plus que des ongleries et des kebabs.
Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est normal que dans des villes où il y a très peu d'habitants... d'accord. Non, mais je vous pose la question. Vous parlez de ça, mais on peut parler aussi, il n'y a que des assurances, ou il n'y a que... Ça ferme, ça vous a pas échappé, c'est que les banques et les assurances, les bureaux ferment, puisque c'est les petites villes, oui, ça ferme c'est de plus en plus en ligne, parce qu'ils ont de moins en moins envie d'avoir du bâti ou du foncier en électricité, etc. Mais ça, c'est... Et les grandes surfaces qui... Et les grandes surfaces. Mais ça, c'est un autre problème. Les grandes surfaces, on en parle depuis très longtemps. Ça a participé à retirer l'activité dans les centres-villes. Mais enfin, si l'activité dans les centres-villes, ça doit être des ongleries et des fast-food, je suis pas sûr qu'on y soit gagnant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut se poser aussi la question de savoir. On va se parler franchement, puisque c'est marqué. Parlons vrai. On sait très bien que il y a aussi une forme d'économie du blanchiment qui passe par l'installation de certains nombres de commerces, et qu'aujourd'hui il y a quand même des sandwicheries, on voit pas souvent des clients. Alors dans sa proposition, elle dit qu'il faudrait se calquer sur ce qui existe aujourd'hui dans le code de la santé publique concernant les débits de boissons. On ne doit pas dépasser un établissement pour 450 habitants. En gros, en fonction de la taille, on ne devrait pas avoir tant de fast-food à disposition. C'est vrai que sur les débits de boissons, les pharmacies, limite, parfois c'est risible avec les différentes licences. C'est ultra contrôlé. Pourquoi sur les fast-food qui, à mon sens, représentent une menace au moins équivalente. Enfin, si on parle de menace, mais c'est vrai. On a su trouver tout un régime de réglementation, licence 3, licence 4. On pourrait tout à fait imaginer d'avoir un phénomène analogue sur la restauration. Il faut aussi parler de l'angle santé. Généralement, ce sont des nourritures, vous savez quoi ? Hyper transformées. On nous a demandé de boucher toutes les 30 minutes. Donc je vais vous dire je vous salue. Très bien. Merci beaucoup. Vos casques de vélo. Non, mais merci infiniment. Tous les trois. Frédéric Dabi nous a déjà quittés. Arnaud Stéphane, Mehdi Raiche, Lucas Véran, les 4 débatteurs du jour. Ils sont 2 en vélo, 1 à pied. Donc ils partent faire leurs 30 minutes d'activité physique. Nous, dans un instant. Et 5 légumes par jour. Et 5 légumes par jour. Merci à vous. Dans un instant, on va se poser cette question dans l'émission Média. La culture a-t-elle disparu de notre télévision ? On va recevoir un metteur en scène, un des finalistes de The Voice qui sont actuellement sur scène à Paris dans cette très belle comédie musicale qui s'appelle Cher Evan Hansen, primé au Grammy et à Broadway. Donc on revient dans un instant pour les médias sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot.